Aujourd'hui, il nous reste 3 présentations. Une première table ronde sur le sujet de l'open source, reconsidérer les communs à la lumière de l'open source et à travers la démarche d'open source, qui est un modèle pour les territoires de demain. Et c'est ce que vont analyser et démontrer d'abord l'animateur Gabriel Plassa, fondateur de la Fabrique des Mobilités. Il est ingénieur à l'ADEME et il travaille dans cette association qui vise à favoriser justement l'open source, à développer, à produire de l'open source et à revaloriser les communs pour des mobilités plus durables. Et nous avons également aujourd'hui Patrick Gendre, consultant indépendant qui a travaillé pendant 20 ans pour le CEREMA, qui aujourd'hui travaille également pour la Fabrique des Mobilités. Et à distance, Elsa Bruyère, Madame Elsa Bruyère, qui nous rejoint, enfin qui est avec nous par Zoom depuis Montréal. Bonjour Elsa Bruyère, merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Peut-être pas encore, ça va venir. Bon, donc oui, je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Elsa Bruyère a non seulement fondé la Fabrique Agile, qui facilite justement l'innovation avec des outils non traditionnels, et elle a une antenne de la Fabrique des Mobilités au Québec, qui remplit du coup le même objectif. Cette table ronde durera une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes. On va peut-être, comme pour les précédentes présentations, essayer de conserver un tout petit peu de temps à la fin pour les questions du public, un échange de 5 minutes environ. Donc gardez vos questions pour la fin. Et d'ici là, je vais me permettre du coup de laisser la parole à nos invités du jour pour ce sujet, reconsidérer les communs à travers la démarche open source, un modèle pour les territoires de demain. Veuillez les accueillir comme il se doit. Merci pour l'introduction. Vous m'entendez là, c'est bon? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ouais, c'est bon. Merci. Donc bonjour tout le monde. Alors le but de cet échange, ça va être peut-être d'éclaircir le titre de l'intervention, qui est pas forcément très clair pour tout le monde. Donc on va, à travers des exemples très concrets, vous montrer l'intérêt de considérer l'open source quand on fait des développements, quand on développe des produits ou des services, et notamment dans le cadre de la mobilité, en prenant des exemples donc, en France qui sont pilotés par la Fabrique des Mobilités, et puis également du côté du Québec, avec Elsa, qui a aussi d'autres projets de commun et d'open source. Alors, petit point de précision, donc un commun, quand on parle d'un commun, c'est une ressource, donc des données, du logiciel. Ça peut même être aussi du matériel, avec une licence particulière, une licence donc ouverte, il y a plusieurs types de licences, et une communauté qui va chercher à développer, à contribuer sur cette ressource. Donc commun, en fait, signifie ces 3 entités, la ressource, les règles à travers la licence et la communauté. Donc je vais donner la parole d'abord à Patrick Gendre pour vous présenter des exemples concrets de projets, et puis ensuite je donnerai la parole à Elsa dans un deuxième temps. Voilà. Sinon on va ici. Ok, merci. Là c'est meilleur. Merci. Donc je vais vous présenter en fait, merci Gabriel, un premier exemple de commun, donc de logiciel libre qui a été développé à partir de 2019 en fait, à l'initiative de la Fabrique des Mobilités. Donc en fait l'idée en fait c'est l'analyse des traces de mobilité en fait. Pour faire évoluer le système de mobilité en général, on a besoin d'une connaissance sur comment les gens se déplacent. Et depuis quelques années, on a une source de données bien connue et hyper riche qui est la trace GPS, à partir de laquelle on peut reconstituer en fait les déplacements de manière très fine. Et donc c'est une source très intéressante et complémentaire des sources qui existent depuis longtemps, qui sont la mesure de données de trafic ou les enquêtes de mobilité. Et donc c'était un peu au lancement de la Fabrique des Mobilités, ça a été une des briques donc de logiciels libres qui puisse être réutilisable, qui a été identifiée comme la plus pertinente à développer, parce qu'il n'existait pas de solution vraiment évidente pour justement mesurer la mobilité open source. Et donc le projet s'est
c'est monté en 2019 avec un budget limité, 70 000 euros. Et donc dans ce cadre-là, Gabriel, que je connaissais depuis un moment, m'a demandé si j'étais partant pour essayer de faire avancer ce projet. Et bon, j'ai dit banco. Et en fait, sur un budget comme ça, évidemment, on ne peut pas développer from scratch une application open source en un an en plus, puisque l'objectif c'était de faire en un an. Et donc, l'idée c'était d'utiliser des logiciels existants. Et en fait, le projet est apparu faisable parce qu'on a trouvé un logiciel libre qui était développé par une chercheuse à l'université de Berkeley en Californie, un logiciel qui s'appelait eMission, qui était encore un prototype, mais qui avait déjà un bon niveau de maturité, et surtout une personne, la développeuse, qui avait vraiment la volonté d'en faire un commun, c'est-à-dire de développer en fait une communauté de gens qui réutilisent l'application, notamment plutôt des projets de recherche en fait autour de la connaissance des mobilités. Et d'ailleurs, ça fonctionne puisqu'elle a terminé sa thèse à Berkeley en 2020 et elle a trouvé un contrat pérenne au laboratoire fédéral de recherche sur l'énergie. Et elle est en train vraiment de pérenniser le logiciel. Et donc ça, c'était un des critères clés pour se dire qu'on pouvait y aller. C'est que on était déjà le projet émission était d'abord très accueillant, c'est-à-dire qu'en tant qu'extérieur, on était vraiment reçu très positivement, avec l'idée qu'on puisse contribuer et nous expliquer, de prendre du temps avec nous pour nous expliquer comment il fonctionnait. Un bon niveau de maturité qui faisait que l'application était utilisable, une documentation, une petite communauté. On est sur l'ordre entre 5 et 10 projets qui réutilisaient le logiciel, et puis la volonté de pérenniser, quoi. Et donc l'objectif en 2019, ça a été en fait disons plutôt de montrer la faisabilité, c'est-à-dire de mettre en place une application qui partait de ce logiciel libre, en l'adaptant un petit peu, ne serait-ce qu'en l'internationalisant et en le traduisant en français, puisqu'il est uniquement en anglais à l'époque, et en le mettant dans les mains de plusieurs dizaines de personnes qu'on avait identifiées comme s'intéressant au sujet, aux enquêtes de mobilité, aux déplacements. On a eu pas mal de contacts en France et un petit peu à l'étranger. Et l'objectif à la fin, on va dire, de l'expérimentation, c'était d'avoir trouvé en fait un site pilote pour vraiment tester avec des vrais utilisateurs et pas des gens qui s'intéressent au sujet, et pouvoir vraiment l'insérer dans un projet qui réponde à un besoin d'une collectivité. Donc on a eu pas mal de contacts. Et parmi les collectivités les plus motivées, il y avait l'agglomération de La Rochelle, mais également Montréal, des contacts en Italie, en Allemagne également. Et également, on a eu des contacts avec des entreprises. Par exemple, je cite la société Transway, qui était vraiment intéressée par le projet. Ça correspondait en fait à un logiciel. Donc ils avaient déjà développé une application de ce type-là il y a quelques années. Et en fait, ça coûte très cher à développer, à maintenir pour une petite société un logiciel comme ça. C'est minimum 2 personnes à temps plein. Et donc c'est difficile de maintenir des logiciels comme ça dans la durée. Et ils ont trouvé un moyen de le réutiliser, d'intégrer ce logiciel à leur offre. Voilà. Donc on va dire 2019, mission réussie, je pense, du point de vue de la Fabrique des mobilités, en termes de faisabilité, quoi. L'application, disons, faisait le job, et c'était un bon cheval pour essayer de la développer et de trouver des usages autour. Alors entre 2019 et 2020, il y a eu une année, on va dire, de mûrissement, dans la mesure où c'était pas évident l'année dernière de lancer des projets. Le projet de La Rochelle devait démarrer en 2020, mais il a démarré effectivement plutôt début 2021. Donc une persévérance et une grande motivation de l'agglomération de La Rochelle pour développer un projet en fait autour de ce qu'on appelle le self-data. Donc l'idée en fait c'est de mettre de la pédagogie autour de la gestion des données personnelles citoyennes, donc par les habitants de l'agglomération, leur faire prendre conscience en fait
comment leurs données sont utilisées par des tiers et également comment eux-mêmes peuvent s'en saisir, la repartager, l'analyser, etc. Et donc ce projet Safe Data en fait s'intègre dans un projet plus vaste, qui est un projet qui est financé par les mécanismes de certificat d'économie d'énergie, un projet qui s'appelle AgriMob, donc qui consiste en fait à travailler sur en fait l'évolution des comportements de mobilité pour réduire les bilans carbone autour des déplacements. Ce projet, en fait, dans le cadre de ce projet, en fait, l'agglomération de La Rochelle a disons, signé une convention, a travaillé en partenariat avec la Fabrique des mobilités pour mettre en place une application, en fait, enfin plus globalement un ensemble d'applications, mais une application de recueil de traces de mobilité qui s'appelle TraceMob, mais avec la volonté d'en faire partager, de la faire connaître en dehors de La Rochelle. Donc c'est pas un projet en vase clos. Donc l'application TraceMob, elle est disponible sur le store de Apple ou Android. Vous pouvez la tester si vous voulez. Donc l'idée, c'était d'avoir un nombre d'utilisateurs quand même significatif. En fait, sur 18 mois, d'être à partir de 2022 à 500 testeurs. Donc, qui vont tester, qui vont regarder dans la durée, parce que c'est important la durée pour ce genre de projet autour des comportements de mobilité, comment évolue leur mobilité. Et in fine, donc à partir de l'année prochaine, d'alimenter une application de coach CO2 en fait, qui permettent aux citoyens qui vont tester en fait, de voir comment évolue l'impact de leur mode de déplacement sur le bilan carbone et puis globalement sur, disons, les comportements de mobilité durable. Cette année, en termes de développement logiciel, on a eu assez peu de budget. On a surtout consolidé en fait et un petit peu adapté le logiciel précédent qu'on avait testé en 2019. Mais le logiciel lui-même évolue. Il y a eu aussi un blanc côté États-Unis en 2020, mais il a pas mal évolué. Il évolue pas mal en 2021 sur plusieurs volets. Et dans le cadre du projet avec La Rochelle, en fait, on est en cours de coopération sur plusieurs volets. Un volet sur la partie cloud de données personnelles, hein, donc un service qui permet à n'importe qui de gérer ses données personnelles de manière sécurisée et en maîtrisant en fait ces données, donc avec la société Cozy Cloud, qui également a une solution open source. Le Grand Lyon également, qui travaille sur le sujet des données personnelles, teste l'application et s'intéresse à la manière dont elle peut être valorisée dans ses projets. Et également, on a des contacts avec Montréal où, à travers la Fabrique des mobilités Québec, l'application est en cours de test en fait. Donc on voit que bon, on a quand même commencé à avoir une petite communauté d'utilisateurs en France et les perspectives sont plutôt bonnes, quoi. Enfin, sur 2022, on a, on va dire, des opportunités d'avancer sur le sujet. Si on faisait un petit bilan par rapport aux leçons de cet exemple, hein, parce que chaque logiciel, surtout pour les applications métiers, c'est une histoire à raconter, ça dure longtemps, c'est sur plusieurs années. En général, c'est un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui ont besoin à la fin de l'application, mais il y a des développeurs, il y a des chercheurs, enfin, ça se joue dans la durée. Les points clés, c'est vraiment l'aspect communauté, hein, c'est-à-dire faire travailler ensemble. Une structure comme la Fabrique des mobilités, elle est là pour promouvoir, faire émerger des communs, mais il faut faire venir autour de la table forcément des utilisateurs et des développeurs, des gens qui ont vraiment les compétences et l'appétence pour rentrer vraiment dans la technique. Donc ça, c'est un point clé, mais il y a d'autres points clés. Bon, la gouvernance, c'est-à-dire comment globalement on arrive à gérer le logiciel s'il n'est pas uniquement maîtrisé par une seule entreprise ou un seul développeur indépendant, quoi. Il y a vraiment des questions qui se posent à ce niveau-là.
Et là, on a la chance qu'avec la développeuse aux États-Unis, elle fait vraiment venir dans la boucle les autres projets avec qui elle travaille. L'écosystème, enfin, essentiellement, concrètement, avant de parler de développement économique, c'est surtout les compétences, c'est-à-dire d'avoir des gens qui se mettent dans la technique et dans l'utilisation des données qui sortent de l'application. C'est vraiment ça qui est clé. Enfin, c'est un des gros apports de l'open source, hein, c'est d'arriver à aller sous le capot et d'apprendre et de comprendre comment ça marche, chose qui est pas possible sinon. Le financement, ben là, on est sur opportunité pour l'instant. Hein, on n'est pas du tout encore dans un mode où on pourrait pérenniser le financement de la maintenance du logiciel. Et puis, ben, en liaison avec la communauté, mais je l'ai mis à la fin, mais ce n'est pas le moins important, c'est bien sûr la compréhension des besoins. Quels sont les besoins en termes de recueil de données de mobilité et connaître déjà l'existant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui existent. Voilà. Et donc du point de vue des territoires, puisque c'était aussi l'objet de la présentation, les territoires en fait ont plusieurs rôles, et c'est ça je pense qui est difficile. Bien sûr, ils ont un rôle de maître d'ouvrage, donc on va dire de client, pour lequel l'open source n'est pas forcément un avantage, parce que ça va être plus compliqué, donc il faut avoir une volonté, enfin, il faut que ça corresponde à des projets où on a besoin d'apprendre et de réfléchir dans la durée de maîtriser techniquement la brique d'application qu'on veut. Donc maître d'ouvrage, utilisateur, à la fois terrain de jeu, terrain d'expérimentation, rien que ça c'est énorme en fait, hein, ça les startups le savent bien. Et puis la plupart des territoires aussi ont une volonté de développement économique, donc c'est-à-dire de créer une sorte d'écosystème autour d'applications sur lesquelles ils investissent. Et ça peut fonctionner dans la durée, à différentes échelles. Je te laisse conclure peut-être sur la fabrique, mais... Ouais, je peux apporter effectivement des éléments de conclusion. En fait, à travers cet exemple, on part d'une ressource qui est existante pour l'améliorer et la contextualiser aux besoins d'un territoire. Comme la ressource est ouverte, elle est accessible notamment à des acteurs marchands comme Transway, qui va au-dessus commercialiser des services, notamment basés sur des incitatifs. Et puis assez facilement, il y a une autre collectivité, le Grand Lyon, qui peut réutiliser en fait cette brique-là pour ses besoins et le connecter à son programme là aussi, travailler sur la compréhension des mobilités. Donc on voit bien les différentes propositions de valeur finalement d'utiliser l'open source pour ce type de projet. Alors je vais passer la parole à Elsa, donc voilà, qui est là. On ne va pas tout le temps pouvoir la voir. Donc Elsa va nous parler aussi de projets qui sont menés à Montréal. Je te laisse la parole, Elsa. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis Elsa Bruyère, je suis cofondatrice de la Fabrique des Mobilités à Montréal. J'y vis depuis maintenant plus de 10 ans. Et j'ai effectivement eu la chance de pouvoir, on va dire, collaborer avec mon pays d'origine, grâce notamment à la Fabrique des Mobilités France et à Gabriel. Je vais poursuivre en fait avec un autre exemple finalement les propos que Patrick vient de vous partager sur un sujet un peu différent qui est celui de la gestion de la bordure de rue. On appelle ça comme ça au Québec, je pense qu'en France on dit le curb, ou en France on dit la voie de rive peut-être, Gabriel Le trottoir. C'est le trottoir. Le trottoir, le trottoir. ok, pardon. Alors donc au Québec, sachez que ça s'appelle la bordure de rue. C'est en français la terminaison officielle québécoise pour le curb, l'espace de curb de trottoir. Donc, on va parler d'un contexte qui est vraiment pour l'instant montréalais, même si on se situe sur un sujet qui est plus large et notamment, en tout cas nord-américain certainement. Là. Vous avez certainement entendu parler du projet Sidewalk à Toronto, qui a notamment cartographié beaucoup cette bordure de rue, ce trottoir. Et puis d'autres villes qui seraient d'autres exemples de cet espace urbain. Ce qui se passait dans le contexte montréalais, c'est que on a, et certainement dans les villes françaises, une évolution quand même assez drastique de l'usage qu'on veut faire du trottoir ou de la bordure de rue, puisque on a eu une conception de l'utilisation de cet espace qui était uniquement dédié à l'automobile,
au stationnement en fait même des autos pour arriver en 2021 et depuis déjà quelques années, mais on va se situer à aujourd'hui, pour se situer en 2021 avec des besoins sur de la logistique urbaine, sur des zones décarbonées, donc du transport décarboné, sur des usages temporaires qu'on a beaucoup connus pendant la Covid, qui ont été extrêmement nécessaires pendant la Covid, sur aussi une appropriation par l'individu. Je ne sais pas si c'est beaucoup le cas en France, mais en tout cas c'est assez frappant au Québec et au Canada. Les individus se revendiquent de cet espace-là, ils y plantent des choses, ils veulent pouvoir y organiser éventuellement des fêtes temporaires, donc ils se situent en tant que citoyens sur cet espace-là, même si cet espace ne leur appartient pas. On s'entend que c'est plus chez eux, hein, évidemment, le trottoir n'est plus leur maison. Voilà, donc on a cette situation-là. Et puis, en parallèle de ça, on a effectivement à Montréal des arrondissements qui gèrent en fait la cartographie, donc les règles de stationnement. Donc ce n'est pas Montréal est constitué comme beaucoup de villes d'arrondissements avec une administration centrale hein, qui a une certaine délégation de pouvoir, mais les arrondissements eux-mêmes en ont une également. Et il s'avère que sur la gestion de l'espace de bordure de rue, ce sont les arrondissements et que ces arrondissements n'ont pas tous le même rythme ni les mêmes ressources pour pouvoir mettre à jour les règles d'utilisation de cette bordure de rue. Et ce qui amène finalement à avoir une grande disparité d'informations. On a aussi finalement quelque chose qui est très important dans le paysage, qui est le contexte de ce projet, qui est qu'il y a une agence de mobilité durable à Montréal qui, jusqu'à présent, gérait le stationnement payant, mais dont la mission a été élargie à penser l'ensemble de l'utilisation de la bordure de rue. Pour eux, un inventaire technologique qui n'est pas à la hauteur de cette mission, puisqu'ils ont en main un inventaire de rue qui est celui seulement du stationnement tarifé, donc des zones payantes, mais tout le reste de la cartographie de Montréal, pour eux, n'est pas aujourd'hui cartographié. Donc technologiquement, ils ne sont pas capables pour l'instant d'atteindre la mission qu'ils ont à mener. Pour finir, un point important dans ce projet, qui est une grosse opportunité. Montréal est le récipiendaire d'un défi des villes intelligentes canadien. Donc, le Canada a lancé il y a 2 ans un appel à projet auprès d'un certain nombre de villes canadiennes. Montréal a remporté un projet qui s'appelle Montréal en commun aujourd'hui et qui vise à faire de Montréal une ville apprenante. Et c'est dans ce contexte-là que la Fabrique des mobilités Québec, en fait, a vu l'opportunité de se dire, mais si on veut être apprenant, encore faut-il avoir des données. Si on veut que notre espace de bordure de rue, on puisse le mobiliser sur d'autres usages que le stationnement, encore nous faut-il avoir des données. Encore faut-il avoir un répertoire, hein, donc vraiment être capable de cartographier l'espace, de savoir combien on a de place, de savoir quelles sont les règles, de savoir qui les utilise et comment. Donc plutôt un gros projet, on va dire. Et pour se mettre en capacité et commencer ce projet-là, en fait, on a fait le choix de proposer aux acteurs de la communauté de commencer par effectivement travailler la cartographie. Vraiment la cartographie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut prouver qu'en cartographiant numériquement notre bordure de rue, on peut y développer des usages et on peut mettre la logistique urbaine, les citoyens, les commerçants, les urbanistes de la ville de Montréal ou tout autre acteur qui a à s'intéresser à cet espace en capacité de effectivement mieux travailler ou mieux utiliser cet espace. À l'origine de ce projet-là, on a donc regardé en bons acteurs d'une réflexion ouverte qu'est-ce qui existait, pour se rendre compte qu'il y a un standard de données qui existe, qui est mobilisé par une communauté depuis quelques années déjà, qui s'appelle Curbelar, qui est un standard qui a été développé par un organisme à but non lucratif américain qui s'appelle Open Mobility Foundation.
et qui est un standard qui est quand même utilisé par différentes villes. New York en a fait l'utilisation effectivement pour être capable de représenter sa circulation et sa bordure de rue, etc., etc. Donc, on a fait la proposition à notre écosystème d'utiliser ce standard. Pourquoi ? Parce qu'au fond, il nous permettait très rapidement de se mettre en action, de tester comment apporter de la valeur à nos usagers. Encore une fois, je renomme ces usagers, urbanistes de la ville, logisticiens, agences de mobilité durable, citoyens. On parle bien de tous les acteurs, on parle bien de l'ensemble de l'écosystème. Donc, d'être capable de se mettre en proposition, d'être capable de se mettre en test et de rapidement itérer avec eux sur des ajouts de valeur grâce à la cartographie. On a donc très simplement vraiment prototypé quasiment avec pas de code. On a juste dû vérifier un peu la standardisation, comment faire de la conversion. Ça a été un peu le travail le plus dur. On a pris des données qui étaient existantes et puis on les a simplement converties dans ce standard-là, grâce à ce standard, pour en faire une carte. Donc vraiment une cartographie. On en a compris d'ailleurs au passage qu'il valait mieux qu'elle soit par quartier, cette cartographie, et pas globale, parce que sinon elle est quand même très très lourde. Et puis là, on est depuis quelques mois déjà en test réel. Donc on est sur une artère commerciale avec des citoyens pour vérifier quelles sont les données dont ils ont besoin en plus, c'est-à-dire au-delà d'avoir les règles de stationnement, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir les bornes fontaines, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir les bateaux, est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une accessibilité poussette, est-ce qu'ils ont besoin des bornes électriques, etc. etc. Donc, de quelles données dans ce standard-là on aurait besoin. Et puis l'autre chose, c'est cette artère commerciale, elle ferme certains espaces de stationnement pour de la logistique. Est-ce que de libérer cette cartographie à nos conducteurs, puisqu'on s'adresse quand même toujours à eux, est-ce que ça leur permet d'anticiper leur déplacement et de ne pas tourner pendant un quart d'heure pour trouver une place et donc réduire notre empreinte CO2 ? Voilà, donc on voit qu'en quelques... je dirais mois, on a réussi à mettre ça sur pied pour finalement, en codant très très peu, encore une fois je le dis, on a un développeur qui travaille avec ces données-là, qui passe, on va dire, à peu près 20 à 30 heures par mois sur ce sujet-là. Donc, on est sur quelque chose de très léger. Par contre, là où on a beaucoup d'impact, c'est d'être en lien avec les sociétés commerciales, les artères commerciales, pour effectivement itérer avec eux sur comment desservir leurs usagers, leurs citoyens, et être dans cette approche plus d'apprentissage et de livraison de valeur. Qu'est-ce que je dirais d'autre encore ? Bon, je pense que... Est-ce que tu as passé la cartographie, Gabriel ? Oui, tout à fait. Elle est projetée là en ce moment. Ouais, voilà. Super. Vous voyez, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas quelque chose qui vise pour l'instant à être parfaitement beau, etc. Mais c'est aussi l'intérêt d'un standard. Et c'est d'être capable de le représenter et de le rendre utilisable. On va améliorer cette représentation visuelle et certainement la rendre plus sympathique si on en a besoin. Si on n'en a pas besoin, on ne le fera pas. Voilà. Il faut y aller vraiment par nécessité et non pas par, je dirais, principe. Qu'est-ce que, pour finir et conclure, ce qu'il y a à retenir de ça, puis ça rejoint ce que Patrick disait précédemment, on est capable, quand on veut adresser des problèmes un peu complexes, de s'appuyer sur des communautés existantes. Il y a quand même beaucoup de communautés en mobilité qui s'intéressent et qui viennent faciliter la mise en projet d'un sujet. Donc c'est intéressant d'aller regarder ça, mais on a effectivement pu aussi relier la communauté montréalaise grâce à ce projet-là. On a pu effectivement commencer à explorer des modèles d'affaires, donc des inventaires avec des règles. Et on va continuer à aller regarder quelles sont les autres règles d'affaires qui nous intéressent. Et puis, je dirais, encore une fois, un point important qui est de se dire on a livré rapidement quelque chose à des citoyens tout en ne s'embêtant pas sur les prochaines étapes, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est très libre de pouvoir aussi abandonner certains points puisqu'on est encore en approche par expérimentation. Voilà, merci beaucoup. Merci Elsa. Je vais poursuivre, donc je vais reprendre un petit peu quelques éléments.
Je vais passer sur ce commun. Vous pouvez aller jeter un œil sur ce commun qui est aujourd'hui opérationnel et il concerne le covoiturage. Il fait le lien entre des opérateurs de covoiturage, des autorités organisatrices de mobilité et des entreprises vis-à-vis de leurs salariés. C'est un autre exemple qui existe. Donc ça, je vous avais mentionné au départ ces trois points d'un commun. Et à l'ADEME, en fait, fort de cette expérience-là, on a lancé un appel à commun sur la résilience des territoires avec la spécificité de 2 points. En fait, premier point, on finance des livrables uniquement avec des licences ouvertes. Donc la licence est imposée. Et deuxième point, les projets qui sont déposés sur l'appel à commun sont publics. Ce qui permet en fait en amont aux acteurs de créer des coalitions ou de rejoindre des projets ouverts. Et puisque dans tous les cas, les livrables du projet sont ouverts et disponibles à tous, autant se mettre d'accord en amont et venir créer des coalitions et renforcer des projets de commun qui existent. Donc cet appel à commun, il est en cours. Il couvre plein de domaines. Donc je vous invite à aller le regarder. Et il se clôture fin de cette année. Voilà, je vous remercie et du coup, je vous laisse la parole si vous avez des questions sur les exemples qui ont été présentés ou plus généralement sur les communs dans la mobilité. Merci. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions parmi les spectateurs et spectatrices sur ces questions d'open source, de commun, à l'un de nos 3 intervenants? Pas de questions particulières? Pas de remarques non plus? Bon, bah, j'espère. Donc, peut-être juste en complément, du coup, vous pouvez retrouver en fait tous ces éléments sur le site de la Fabrique des Mobilités, lafabriquedesmobilités.fr. Et puis, il y a un wiki pour entrer dans le détail. Et vous retrouverez les liens en fait vers les différents projets, à la fois le traceur et le projet sur Cœur Bel Air qui est implémenté à Montréal. Voilà. Merci beaucoup. Merci Elsa. Merci. On peut remercier, je crois, nos 3 Merci intervenants. à vous. Bonne journée. Merci Elsa Bruyère d'être parvenue à parler à distance. C'est un exercice qui n'est pas le plus évident. Donc merci à tous d'être intervenus.